Bonjour et merci de nous rejoindre dans Fileco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Immobilier, des logements étudiants à la ferme. L'association Campus Vert propose cette solution pour aider les jeunes qui rencontrent de vraies difficultés pour se loger en Ile-de-France. Des solutions et du nouveau également pour Promopole. La pépinière d'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines a un nouveau président. Elle connaît des difficultés financières depuis quelques années. Son avenir va peut-être changer, c'est ce que nous verrons. L'entreprise de la semaine est placée sous le signe de l'innovation. H2I est une petite société d'ingénierie créée par 2 retraités et à l'origine du Boxster, une machine à déminer. Et puis nous parlerons de l'avenir de Promopole et des difficultés qu'elle rencontre. Nous retrouverons Othman Nasrou. Vous êtes le nouveau président de Promopole, la pépinière d'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines. Nous reviendrons avec vous sur la situation actuelle et vos projets pour la pépinière. Mais avant cela, place aux informations économiques de la semaine. Trouver un logement pour étudiants à moindre coût, cela ressemble souvent au parcours du combattant. L'association Campus Vert, nouvellement installée en Ile-de-France, propose une solution originale, les logements étudiants à la ferme. Nous avons rencontré le premier bénéficiaire d'un logement Campus Vert en Ile-de-France, dans les Yvelines, à Mézières-sur-Seine. Un reportage de Yolène Thorez et Élodie Moine. Bonjour. Ça va, Patrick ? Seulement quelques semaines qu'ils se connaissent et la complicité est déjà là. Étudiant en génie industriel, Rémi loue un studio ici, dans l'exploitation céréalière de Patrick. Originaire de Seine-Saint-Denis, il découvre alors l'univers de la campagne. J'avais peur d'habiter au milieu d'un champ. Finalement, lors de la visite, je me suis rendu compte que j'étais pas non plus en plein dans la campagne. C'est quand même assez urbain ici. À une quinzaine de minutes en voiture de son campus universitaire, Rémi a rapidement sauté sur l'occasion, d'autant plus que le loyer défie toute concurrence. Je paye 455 € pour une surface de 35 mètres carrés. Ça me paraît pas cher, comparé à ce que j'avais pu trouver au niveau de Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville, où les prix commençaient à taper dans les 6 voire 700 €. Et pour des surfaces habitables qui sont nettement inférieures à celles qui est proposée ici. Faute de moyens, ce bâtiment était laissé à l'abandon depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, sur les 240 000 € investis pour sa rénovation, près de la moitié a été subventionnée par la région et un programme européen. Pour le reste, Patrick a fait appel aux banques. L'avantage dans ce type d'activité, c'est que ce sont des revenus fixes tous les mois. Alors que l'agriculture, on sait bien qu'on subit toujours des situations ou des aléas climatiques qui font que d'une année sur l'autre, on n'est pas sûr d'avoir le même type de revenus, quoi. La rencontre entre les deux a été rendue possible par l'association Campus Vert, qui met en relation agriculteurs et étudiants depuis 1995. D'abord implanté dans le Nord-Pas-de-Calais avant de s'étendre en Bretagne, puis en Picardie, le programme commence à s'implanter en Île-de-France. Ici à Mantes-la-Jolie, on vient de démarrer et on a énormément de demandes d'étudiants pour pouvoir bénéficier d'un logement à moindre coût. Aujourd'hui, l'association travaille avec 120 agriculteurs qui logent 530 étudiants. Objectif, d'ici la fin de l'année, loger 70 étudiants supplémentaires à la ferme. Pôle emploi lance son premier salon de recrutement en ligne. Partant du constat que de nos jours, 82% des foyers ont accès à Internet, la démarche vise à faciliter la recherche d'emploi et surtout le contact entre les demandeurs et les entreprises souhaitant recruter. En ce moment, du 22 septembre au 5 octobre, les entreprises déposent leurs offres et les candidats peuvent ainsi postuler. Tout de suite, les précisions de Marianne Cazalet, directrice de l'agence Pôle emploi de Rambouillet. Sur ce site, en fait, lorsque vous êtes demandeur d'emploi, vous inscrivez, donc demandeur d'emploi ou actif. C'est très simple, ça se fait en 2 coups de clic de souris. Là, vous accédez à une page donc vous présentant les opportunités d'emploi déposées par les entreprises et vous présentant également des outils pour réussir vos entretiens. Dès que vous êtes sur une annonce qui vous convient, vous la sélectionnez, vous proposez votre profil et l'employeur la réceptionne immédiatement en miroir et lui, ça lui permet d'organiser ses entretiens de recrutement derrière à partir du 6 octobre. À titre indicatif, sur les Yvelines, on a 2 participants pour le moment, donc qui ont déposé les offres, la mairie de Trappes et la base aérienne de Villacoublay. La Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, dans les Yvelines, vient de mettre en place un espace dédié aux porteurs de projets présents dans le département. Cette boutique, comme elle est ainsi appelée, propose des informations, des conseils et diagnostics gratuits et payants.
Je vous propose d'en savoir un peu plus avec cette interview de Nathalie Bonnier, responsable du projet. Bien souvent, vous avez besoin d'avoir des informations économiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par information économique? C'est très, très, très large. Ça peut être le coût moyen d'un mètre carré d'une surface de location pour des hangars. Il y a un certain nombre d'éléments et d'indicateurs que nous pouvons donner de façon relativement fiable à un porteur de projet qui voudrait s'installer ou à une entreprise qui veut se développer sur le territoire. La boutique se trouve dans la CCI de Versailles. Elle est ouverte sur rendez-vous les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h30. Passons tout de suite à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine porte sur Promopole et son avenir. Alors Promopole, c'est une pépinière et un village pour les jeunes entreprises qui souhaitent se développer, un support qui aide et accompagne les débuts des porteurs de projets en leur louant notamment des locaux. À Saint-Quentin, la pépinière s'est développée sur 4 sites, mais le projet connaît depuis quelques années une perte d'attractivité. C'est pourtant un concept qui continue de séduire de nombreux entrepreneurs. Je vous propose tout d'abord de découvrir ce sujet afin de vous rappeler ce qu'est une pépinière d'entreprise. Des images d'Élodie Moine. Difficile de croire que Promopole va mal et pourtant, entre 2008 et 2012, le taux d'occupation en mètres carrés sur le site de Montigny-le-Bretonneux est passé de 90 à 70%. Avec ses 9000 m² de surface locative répartis sur 4 sites, Montigny, Trappes-Thorez, Trappes-Merisier et Guyancourt, la pépinière compte 120 sociétés en 2014, c'est 11 de moins qu'en 2012. Pourtant, le concept de pépinière est toujours un succès auprès des jeunes entrepreneurs. Intégrer une pépinière était pour nous vraiment quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que pour nous, la pépinière, c'est l'échange, c'est discuter avec les personnes qui sont en charge de cette pépinière pour nous apporter justement un support lorsqu'on en a besoin. Et c'est aussi intégrer, en tout cas pour Promopole, intégrer le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bassin économique qui au niveau de l'Île-de-France est très important. Aude Croquet et Amélie Asfaux sont les directrices de Pop RH. Les deux jeunes femmes ont monté ensemble cette société de conseil en relations humaines il y a un an. Après un passage dans la pépinière de Louvciennes, elles ont choisi celle de Promopole à Montigny-le-Bretonneux pour augmenter leur activité. On a la chance de profiter de plusieurs espaces, salles de réunion, des salles un peu plus grandes, suivant le type de public qu'on accueille, et puis tout équipé du matériel, que ce soit des paperboards ou bien rétroprojecteurs, etc. Un soutien technique et des conseils pour se développer économiquement, mais pas seulement, la pépinière permet d'agrandir son réseau et de faire naître de nombreux contacts. Oui. Donc on va déjeuner. Très bien. Si au-delà. Si, elle est là. Et je pense que ça va être bien d'aller manger. Ouais, avec plaisir. Créer son entreprise, c'est un peu comme être en recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on est face à beaucoup de questions et puis beaucoup de démarches aussi à faire. Le fait d'être en pépinière, ça favorise l'échange très clairement. Ça favorise aussi la rencontre. Parce que travailler de chez soi ou travailler dans des petits espaces isolés, on n'a pas toujours l'opportunité. Othman Nasrou remplace Jean-Yves Gendron, ancien président de Promopole. Un état des lieux et un audit financier ont été lancés à la rentrée 2014 pour tenter de remettre à niveau la pépinière. Parlons maintenant de Promopole et son avenir. Othman Nasrou, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le nouveau président de Promopole et également chef d'entreprise, puisque vous êtes à la tête de Citizen Place, une entreprise qui soutient l'action associative en France en développant des outils innovants, c'est cela ? C'est cela. Alors pour commencer, pouvez-vous nous faire un petit état des lieux de la situation de Promopole ? Écoutez, merci de votre invitation. La situation de Promopole, dont on hérite suite aux élections effectivement municipales avec l'alternance qu'a connue la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, est une situation, il faut rendre des comptes et dire les choses telles qu'elles sont, dégradée sur le plan financier. C'est un héritage effectivement qui est un petit peu lourd à porter, puisque c'est un outil qui quand même existe depuis 1987, qui rencontre, vous l'avez dit, quelques difficultés depuis des années qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles. J'aurai peut-être l'occasion d'en dire un mot. C'est un outil qui continue aujourd'hui d'accueillir plus de 120 entreprises, qui joue son rôle quand même. C'est l'une des plus grandes pépinières de France et aussi à la mesure des ambitions économiques du territoire. Moi, ce que je souhaite dans la situation que connaît Promopole, cette situation difficile que je vous décris, c'est que ce ne soient pas les chefs d'entreprise qui soient pris en otage de cette situation. Je pense que Promopole
peut être sauvé et mérite une stratégie qui soit réellement de remise à niveau à la hauteur des ambitions du territoire, comme je le disais. Comment peut-on expliquer cette baisse d'attractivité? Parce que bien sûr, il y a la crise économique qui joue, mais il y a d'autres raisons. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Effectivement, vous l'avez rappelé, nous avons demandé un audit financier tout d'abord pour bien comprendre la situation à Promopole. Cet audit fait apparaître un certain nombre d'éléments de gestion, d'erreurs de gestion manifestes. Il ne m'appartient pas de les qualifier juridiquement. Le fait est qu'aujourd'hui, Promopole se retrouve dans une situation financière délicate. Justement, vous pouvez me rappeler le montant du déficit? Alors, Promopole, son résultat comptable 2013, il est de 250 000 euros de perte. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'une pépinière d'entreprise, c'est une activité qui est difficile pour être équilibrée, mais pour autant, il y a à Promopole des erreurs de gestion, des équilibres qui n'ont pas été trouvés, et je plaide pour ma part pour une stratégie de remise à niveau de Promopole sur 3 points essentiels. Le premier, c'est qu'il faut reconfigurer le modèle. C'est qu'on a affaire aujourd'hui à une pépinière qui n'est plus forcément compétitive, qui n'a quasiment pas été réformée depuis très longtemps, depuis qu'elle existe quasiment. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'engager sur une trajectoire financière extrêmement précise, avec une gestion rigoureuse. Je pense que Promopole, qui est une société, doit être dirigée par une gestion de chef d'entreprise et pas simplement comme une administration. Et puis le troisième point, c'est un nouveau dispositif d'accompagnement qui soit à la mesure de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, parce qu'on doit le meilleur quand même aux entreprises du territoire qui vivent un contexte extrêmement compliqué. Si ces conditions sont réunies, le sauvetage de Promopole est tout à fait possible. Et moi, c'est un peu la feuille de route que j'ai reçue et je souhaite la mener à terme si bien sûr les options que je propose sont retenues. Alors comment la configurer justement? Alors il y a plusieurs points, j'aurai l'occasion d'en présenter le détail dans un document public, parce que je pense que puisqu'il y a de l'argent public, c'est une société d'économie mixte dans laquelle la communauté d'agglomération est actionnaire, il faut aussi rendre des comptes aux citoyens et puis aux chefs d'entreprise, encore une fois, qui ont l'immense mérite de créer des emplois et de faire vivre ce pays. Et je pense qu'il faut les rassurer aussi sur ce qui est fait de cet argent, etc. Donc il y a un ensemble de mesures qu'on va proposer. Il faut remettre à plat le modèle économique, la grille tarifaire. Il y a des reconfigurations à faire sur le foncier, sur l'immobilier, sur les actifs de Promopole. Et puis il y a surtout une gestion extrêmement rigoureuse à avoir. Je crois que ce gâchis d'argent public a assez duré. On est en capacité, avec cette pépinière, de revenir à l'équilibre et d'en faire réellement un outil de meilleure qualité et qui soit réellement à la pointe de ce qui peut se faire. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait la volonté politique, bien entendu, que cette stratégie soit retenue. La décision ne m'appartient pas. Je la soumets en tant que président de Promopole et je souhaite qu'elle soit adoptée par les élus en charge de cette question. Vous me le rappeliez justement, la structure est financée aussi par les financements publics. Est-ce que cela a un sens en cette période de crise et de baisse de dotation aux collectivités? Je crois que ça a un sens. Je crois qu'au contraire, dans la période qu'on connaît, qui est une période très difficile sur le plan économique, l'action publique en termes de développement économique est essentielle. Et je pense notamment à l'action des territoires, et d'un territoire aussi riche, merveilleux, dynamique que celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'argent public doit combler des fautes de gestion manifestes ou des erreurs qui se sont accumulées au fil des ans, ou encore de mauvaises options stratégiques. Je pense que cet argent public il doit être un levier pour permettre à une structure comme Promopole de se redresser avec des engagements extrêmement clairs, avec les meilleures normes de gestion qui puissent se faire en la matière. Je crois qu'on le doit aux chefs d'entreprise qui n'attendent pas de notre part aujourd'hui en tant qu'élus simplement des vœux pieux ou des paroles, mais des actes très forts. Et aujourd'hui, l'arbitrage qui sera rendu donc dans une dizaine de jours, il doit être un arbitrage en faveur du développement économique du territoire. Cette pépinière-là, elle est essentielle et l'argent public là-dessus a tout à fait sa place, à condition, encore une fois, qu'il soit utilisé, et c'est l'engagement qui est le mien, dans les meilleures conditions de gestion. Est-ce que selon vous, ce serait possible de trouver d'autres sources de financement pour Promopole ? Alors, les pépinières d'entreprise, structurellement, ont justement un modèle économique un petit peu compliqué à trouver, c'est ce qu'on disait, et souvent elles font aussi, vous l'avez dit, une activité de village, c'est-à-dire qu'on héberge également des entreprises qui sont plus mûres, qui ont moins besoin de l'aspect accompagnement, souplesse, réactivité et services mutualisés que propose une pépinière, et c'est comme ça qu'une Promopole peut aussi retrouver un équilibre. D'ailleurs, Promopole réalise 1 200 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans, qui est en fait l'encaissement des loyers des différentes sociétés qui sont hébergées. Donc des sources de financement qui ne sont pas entièrement publiques, elles existent déjà, et j'ai envie de dire que sur une société comme Promopole, et encore heureux, l'argent public est une part marginale de son financement. Simplement, du fait de la gestion précédente dont on hérite, mais encore une fois, les responsables d'entreprise n'en sont pas comptables, il est important que l'argent public revienne apporter un petit peu le financement qu'il faut pour qu'un redressement réel et tout à fait faisable puisse se faire. Justement, est-ce que les pépinières d'entreprise, vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous pensez que c'est encore attractif ? Est-ce que ça marche toujours
pour les jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont toujours décidés à aller vers ce concept? Je pense que c'est un concept essentiel. Je crois qu'il n'y a rien de plus compliqué peut-être que de créer une entreprise. De zéro, si j'ose dire. C'est une aventure incroyable, mais ô combien difficile. Dans un pays où il peut aussi y avoir une inertie, une crainte du changement, notamment dans le contexte qu'on vit. Et les chefs d'entreprise que je vois au quotidien, notamment à Promopole, ont besoin réellement de cette réactivité. On en parlait dans le reportage, de ce dispositif d'accompagnement, de cette souplesse qui leur permet de grandir au fur et à mesure de leur activité, y compris sur la surface qu'elles occupent. Je crois que c'est essentiel. Les équipes de Promopole, qui n'ont d'ailleurs pas démérité ces dernières années, malgré les difficultés, qui réalisent au quotidien un travail assez exceptionnel auprès des chefs d'entreprise, sont en mesure d'apporter un accompagnement qu'on ne peut pas trouver dans l'immobilier de bureau traditionnel. Et c'est pour ça qu'on a au contraire un grand développement des pépinières d'entreprise sur Paris, sur le plateau de Saclay, autour de Cergy-Pontoise, etc. Et je crois qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a besoin d'un outil qui soit réellement au niveau. Promopole peut le devenir, encore faut-il qu'il y ait bien sûr la volonté de le faire. Mais une pépinière d'entreprise, c'est essentiel si on veut réellement continuer à créer des emplois et à favoriser l'innovation en France. Votre statut de chef d'entreprise, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à vous présenter à la présidence de Promopole? Oui, la situation de Promopole est difficile. On le disait tout à l'heure, c'est une situation qui était connue. Face à ça, on a deux attitudes. On peut s'en laver les mains, se dire que de toute façon, il vaut mieux pas s'en occuper, que c'est un héritage passé et qu'il faut quelque part simplement faire de la politique là-dessus. Moi, je suis un jeune élu. Je ne le crois pas. Je pense que ce qu'attendent les chefs d'entreprise, c'est des solutions pragmatiques et pas de la politique simplement politicienne. Donc à partir de là, l'autre option, c'était de se retrousser les manches, d'être conscient des difficultés, qu'il y a un héritage qui n'est pas acceptable. Il va falloir le dire aussi le moment venu, mais qu'il faut aussi pouvoir proposer des solutions. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, j'avais le défi de redresser cette entreprise qui est Promopole. C'est la mission qu'ont bien voulu me confier le président de l'agglomération, Michel Augier, le vice-président en charge des affaires économiques, Jean-Michel Forrousse. Je les en remercie et je souhaite la mener à terme, si les arbitrages me sont favorables sur cette question-là. Très bien, merci. Je vous propose tout de suite de passer à la question de la semaine. Donc la question de la semaine en fait porte sur les entreprises. Nous avons demandé aux Yvelinois quelles sont selon eux les solutions pour aider les jeunes entreprises. Que les déclarations soient faites facilement, rapidement, qu'il n'y ait pas trop de documents administratifs à remplir. Diminuer les charges déjà à la base pour qu'ils puissent embaucher. Qu'il y ait des aides faciles de la part des banques, des prêts. Ras-le-bol des gens instruits, plein de diplômes, mais qui s'en vont à l'étranger et puis qui ne nous aident pas. Voilà, il faut prendre au sérieux tous les gens qui ont des bonnes idées en France. Qu'il y ait des zones de pépinières, de jeunes entreprises. Déjà baisser les impôts, toutes les charges sociales qu'ils ont. Ils relèvent les manches, ils prennent des conseils chez les anciens. Et qui est également la mise en place d'un sorte de tutorat. Othman Nasrou, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, j'aimerais que ces citoyens que vous avez interrogés ont à peu près tout dit. Et c'est triste de voir effectivement que nos élites politiques le plus souvent sont très éloignées de ces aspects-là. Effectivement, à Promopole, c'est ce que je disais, on ne peut pas gérer Promopole comme une administration. Ce n'est pas ce que les chefs d'entreprise attendent. Donc là, je crois que tout est dit. Je crois que réellement là-dessus, que ce soit sur la baisse des charges pour les entreprises, que ce soit sur les dispositifs d'accompagnement, que ce soit sur les expérimentations qu'on peut imaginer, je crois que sur le financement des entreprises, et là aussi on a d'autres outils très intéressants, la maison de l'entreprise avec le fonds Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines, tout est dit, maintenant il n'y a plus qu'à le faire. Et je crois que réellement, nous, en tout cas, nouvelle majorité à la comité d'agglomération, on a attendu sur des actes. Et puis, sur le plan national, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est aujourd'hui très éloigné de ces solutions-là. Bien, merci Othman Nasrou. Merci aussi d'être venu sur notre plateau. Je vous dis au revoir et tout de suite, c'est le moment de passer aux chiffres de la semaine. Cette semaine, le chiffre de la semaine concerne l'emploi. Moins 0,7%, c'est le pourcentage de demandeurs d'emploi en moins enregistré entre le mois de juillet et le mois d'août 2014 pour le département des Yvelines. Un pourcentage semblable à celui de l'Île-de-France. Le nombre d'inscrits en catégorie A s'établit à 644 560 en Île-de-France, soit 4 450 personnes en moins par rapport au mois de juillet 2014. Une donnée positive, mais qu'il convient de relativiser, car sur un an, le chômage en Île-de-France est en hausse de 6,8%.
L'entreprise de la semaine s'appelle H2I et elle a conçu un engin télécommandé capable de déminer les mines antipersonnelles. Alors, à l'origine de ce projet, 2 retraités de Montigny, le Bretonneux, reconvertis en entrepreneurs, nous avons rencontré Hans André, l'un des 2 fondateurs de la société. Des images signées Élodie Moine et un montage de Romain Ruspini. Robot futuriste ou mini rouleau compresseur, ni l'un ni l'autre, cette machine télécommandée est un engin de déminage. Ça actionne le détonateur, puisqu'en fait ça appuie comme si c'était une personne qui montait sur la mine, donc ça la fait exploser. Avec ses 2 tonnes de fer, le Boxster résiste à une explosion de 400 grammes de TNT. À l'origine de ce projet, André Hans, ex-ingénieur en recherche et développement dans l'industrie automobile, et Ruben Ovagimian, également ingénieur. Les 2 hommes amis de longue date se sont lancés dans l'aventure une fois à la retraite, mais pas par hasard. En décembre 2005, M. Ovagimian rentrait d'Arménie et il était ému puisqu'il avait quelqu'un de sa famille qui avait sauté sur une mine. Donc on a décidé de travailler ensemble sur ce projet. Avec les conflits actuels, on pose plus de mines qu'en autre. Il faut savoir que entre la Turquie et la Syrie, il y a un barrage de mines de 500 km. 2 ans de recherche plus tard, les ingénieurs déposent 2 brevets et commencent à demander des financements. Le projet séduit. Oseo Innovation et le CRIT, 2 entités publiques, financent le projet, l'aboutissement d'un travail colossal pour ce septuagénaire passionné par son métier. Je n'avais pas de problème financier qui justifiait une poursuite d'activité, mais il y a un côté ludique, donc c'est l'occasion de rester en contact avec le métier, de faire des salons, de voir des gens, d'avoir une vie professionnelle. Le prototype réalisé va être commercialisé par la société allemande Bomag, un leader mondial du matériel de travaux publics. Il manque encore quelques homologations au Boxster pour être vendu. Prix de l'engin 150 000 €, c'est un des moins coûteux du marché. Je pense que les commandes viendront très vite puisque c'est un engin qui peut intéresser aussi bien les civils au niveau de l'humanitaire que des militaires qui veulent déminer des terrains où ils ont des activités. 10 000 Boxster ont déjà été précommandés. Handicap International fait partie des intéressés. La vie d'entrepreneur ne fait que commencer pour André qui est encore bien loin de la retraite. Notre zoom de la semaine est consacré au métier de coiffeur. La coiffure est le 2e secteur de l'artisanat en France. Si la profession a été impactée par la crise, de nouvelles tendances se développent, comme notamment la coiffure à domicile qui connaît un certain succès. Nous avons rencontré plusieurs coiffeurs dans les Yvelines, travaillant en salon et à domicile, pour observer les différentes facettes de ce métier. William L. et Romain Ruspini. Vous passez avec un coiffeur de préférence? Merci beaucoup. Au revoir, à tout à l'heure. Prendre soin de sa clientèle, avoir le sens de l'esthétique, le métier de coiffeur requiert beaucoup d'attention. Mélanie exerce à Versailles. Pour elle, la technique et l'écoute sont les 2 qualités essentielles d'un bon professionnel. Coiffeuse depuis l'âge de 15 ans, elle a travaillé pour la télévision et également comme formatrice en école de coiffure. Il vaut mieux que ce soit une vocation, quelque chose qu'on a en soi et un plaisir réel, parce que c'est pas spécialement, ça reste des métiers manuels, donc il faut que ça reste quelque chose qu'on a en soi, quoi. Ça s'apprend pas spécialement, on est formé pour apprendre des coupes, tout ça, les bases, mais il faut vraiment y mettre du sien et avoir les créations, être très créatif. En France, 37 000 jeunes suivent cette formation qui dure en moyenne 2 ans. Un CAP est nécessaire, mais il est possible de poursuivre avec un BEP ou d'autres spécialisations. Si un coiffeur perçoit le SMIC à ses débuts, le secteur recrute 150 emplois à pourvoir sur le seul département des Yvelines. Comme la mode, le milieu évolue rapidement, le coiffeur se doit d'être au fait des dernières nouveautés. Il faut qu'il soit un minimum disponible, ouvert à la formation, même s'il pense être très compétent, on pense tous l'être, mais c'est un métier qui bouge beaucoup, c'est un métier qui évolue et par les formations, on se met à jour régulièrement. Pour devenir patron de son salon comme Laurent, il est recommandé d'avoir un brevet de maîtrise, diplôme délivré par la Chambre des métiers. 80 000 établissements et 100 000 salariés en France, le secteur est attractif, même s'il subit la crise. La fréquentation et la production baissent. 4,7 visites chez le coiffeur par an contre 6 en 2008 pour les femmes. La situation n'est pas aisée, mais travailler en salon n'est pas la seule possibilité. Télévision, défilés de mode, cinéma, les alternatives sont nombreuses et l'une d'entre elles fonctionne particulièrement bien. Bonjour, ça va? Et toi? Oui. Carlotta vit à Montigny, le Bretonneux. Elle est coiffeuse à domicile depuis 1 an et demi. Comme elle, ils sont 15 000 en France à avoir choisi de se déplacer.
En tant qu'auto-entrepreneuse, elle gère son emploi du temps et les tarifs pratiqués sont moins onéreux. Le concept plaît autant aux prestataires qu'aux clients. Je ne pensais pas que j'aurais autant de demandes. Et en réalité, je pensais également que j'allais avoir plutôt des personnes âgées qui allaient me contacter. Et en réalité, j'ai des clientes tout à fait jeunes, dynamiques, avec des familles, notamment des enfants. Et quand ils n'ont pas le temps d'aller chez le coiffeur et perdre une après-midi, une matinée entière, ils font appel à moi. Contrairement à la plupart des auto-entrepreneurs qui investissent en moyenne 500 €, Carlotta a dû acheter tout son matériel de coiffure ainsi qu'une voiture. Elle a dû attendre 1 an avant de se rémunérer, mais elle ne regrette pas. Son salaire est similaire à celui qu'elle avait en salon, mais sa nouvelle condition lui offre plus de proximité avec la clientèle et surtout une meilleure qualité de vie. Le fait d'être à son propre compte, c'est génial. Vous êtes libre, quelque part, votre expérience enfin prime. Je pense que j'ai enfin trouvé mon créneau. Le nombre de coiffeurs à domicile a doublé en 7 ans. Il représente aujourd'hui 20% du secteur pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Je vous souhaite une très bonne soirée.